Bonjour Claude. Vous êtes président de la section AMOPA du Morbihan, Tout à fait. très connu pour votre engagement dans la francophonie, en ayant en particulier travaillé de très près avec l'OIF et notamment sur les réunions à Dakar. Vous avez contribué à créer un campus franco-sénégalais et un jumelage entre l'Université de Bretagne Sud et l'Université de Dakar. Vous êtes aujourd'hui au congrès de l'AMOPA, le thème c'est la francophonie. C'est un thème rêvé pour vous. C'est un thème qui me convient tout à fait et que je travaille depuis plusieurs années et que je travaille non seulement à la MOPA mais dans d'autres structures. Notamment, on est très attaché à l'IHEDN, Institut de Défense Nationale à la francophonie. Et quand je fais mes cafés stratégiques une fois par mois à l'Université de Bretagne Sud, je fais intervenir IHEDN et AMOPA et on a eu des sujets sur la francophonie. J'ai eu la chance d'être en relation épistolaire avec Léopold Senghor et de passer une après-midi entière, il y a déjà assez longtemps, à Fort-de-France avec Aimé Césaire. Donc j'ai été aux premières loges. Tout à fait. Et les réunions que j'ai faites à Dakar, j'ai eu le plaisir d'être avec Abdou Diouf, avec Hamidou Sall, son ami le poète, et puis le président Macky Sall, le président actuel, qui soutient toutes nos actions. Et tout le monde est très très proche de la MOPA. Je crois que la MOPA est bien aimée partout. Je dirais même que la MOPA est trop méconnue en France, dans l'Hexagone, et est adorée dans tous les pays, parce que les pays se battent d'abord beaucoup de gens se battent pour avoir la décoration, les palmes académiques, et en plus, je crois qu'on est choyé par les ambassades, les consulats, et l'effort à faire, c'est sans doute de faire connaître les palmes académiques et l'association, notamment la MOPA en France. Alors, venons-y. Vous avez fait deux interventions, essentiellement. Deux interventions, on va essayer de parler de la première et de la seconde. Parfait. La première, on pourrait l'appeler réalité et faiblesse de la francophonie. Voilà. La première, c'est la francophonie à marée basse. Alors, cette marée basse, elle va se poursuivre. Quelle est la réalité? Quelles sont les faiblesses de la francophonie? Les faiblesses sont quand même très importantes, c'est-à-dire que c'est un problème qui n'est pas seulement linguistique, mais géopolitique. Et il est certain que quand la France était en pointe, à la fois économiquement, militairement, au XVIIIe siècle, tout le monde parlait français. Depuis le Moyen-Âge, tout le monde aime à parler français, que ce soit Dante, que ce soit Marco Polo qui a écrit en français, Casanova, Charles Quint disait « quand je veux parler à moi-même, je pense en français », etc. Et puis, il y a eu l'apogée de la langue française. C'est le discours sur l'universalité de la langue française de Rivarol, qui était à l'initiative d'un concours posé par l'Académie de Berlin, c'est-à-dire la Prusse, puisque l'Allemagne n'existait pas encore. On est en 1783. 100 ans plus tard, en 1880, Onésime Reclus, le frère du grand géographe Élisée Reclus, l'adversaire de Vidal de la Blache, invente ce mot de francophonie sur lequel nous avons aujourd'hui réfléchi. Mais il l'invente 100 ans après. Mais que s'est-il passé pendant ces 100 ans? La France est montée, c'est ça l'épopée napoléonienne, puis après c'est une chute toute douce, et même un peu rude après, en 1870, avec la défaite face à la Prusse, qui permet d'ailleurs à l'Empire allemand de se créer, puis ensuite la privation de l'Alsace-Moselle, le traité de Francfort où on a vraiment un gros butin à payer, il y a des dommages de guerre à payer, donc la francophonie, là, commence à être à marée basse. Le mot francophonie a été inventé parce qu'il y a un problème. Les Anglais n'ont pas inventé anglophonie. En espagnol, on ne dit pas, je ne sais pas, hispanofonia, parce que l'espagnol ou l'anglais se portent très très bien. Parce qu'effectivement, ils se portent bien, non seulement parce qu'il y a un aspect géopolitique, mais parce que le français est parlé majoritairement à 72% par les Français qui habitent l'Hexagone. Alors qu'il y a moins de 9% d'Espagnols qui sont en Espagne, ils sont en Amérique latine, ils sont ailleurs. Et puis, alors pour ce qui est de l'anglais, bien évidemment, quand on pense aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, l'Inde par exemple, 565 langues, dont une que tout le monde parle, la 566e, l'anglais. L'Afrique du Sud, pareil, parce qu'il y a aussi un problème, le fait que la colonisation française est une colonisation de peuplement, alors que la colonisation anglaise ou espagnole, c'est uniquement quelques comptoirs et l'armée. Il n'y a pas l'équivalent dans la colonisation espagnole, italienne, allemande et anglaise, il n'y a pas l'équivalent de ce que nous avons appelé les pieds noirs. Et le problème, c'est qu'effectivement, nous avions des colons sur place qui étaient avec des familles, des enfants qui s'étaient installés, qui pensaient être chez eux. Et quand il y a eu la décolonisation, ça a été une catastrophe. Et là, effectivement, il est apparu à certains que le français était la langue du colonisateur. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la cité qui vient de se créer sous l'impulsion du président Macron, à Villers-Cotterêts, elle ne s'appellera pas comme à l'origine cité de la francophonie,
mais ce sera la cité internationale de la langue française. Le mot francophonie peut encore faire peur. Et le mieux, c'est de parler moins de francophonie et plus d'universalité de la langue française qui serait à retrouver. On est donc dans une reconquête, une résilience, sachant que la plus grande ville du monde francophone, c'est Kinshasa et non plus Paris, et que sans doute en 2050, on aura 900 millions de locuteurs ou 750 millions, les chiffres sont toujours difficiles à dire, mais il y aura une majorité de 500 millions en Afrique. Ce sera le vivier de la francophonie. Et dans une deuxième partie, vous nous dites, cette présentation un peu catastrophique, un peu inquiétante, préoccupante, vous avez des pistes, et en qui plus est, vous proposez des pistes à la MOPA. Alors je propose des pistes non seulement à la MOPA, mais pour que la MOPA s'en empare. C'est-à-dire que la MOPA le prenne comme un glaive, et puis qu'on aille à la reconquête. On va à la reconquête en faisant quoi? Alors d'abord, ça voudrait dire qu'on laisse la langue française se développer. Car la langue française est écrite de plus en plus par des écrivains qui ne sont pas hexagonaux, qui sont en Asie, au Vietnam, qui sont en Afrique. En se souvenant bien que la plupart des prix Nobel de littérature espagnole, c'est l'Amérique latine, c'est pas l'Espagne. Donc pourquoi? Parce que l'Espagne a laissé la langue espagnole vivre. L'espagnol colombien, l'espagnol argentin, qui est encore plus éloigné, ne sont pas du tout la langue qu'on parle à Madrid. En France, au contraire, on a voulu un petit peu être un conservatoire de la langue française traditionnelle, celle du XVIIe siècle, celle de l'Académie française. Or, il y a quand même chez tous les universitaires et les linguistes qui réfléchissent à la langue française, depuis 1880, il y a cette volonté de faire que le français vive sa vie. Il se modifiera. Ce qui est une faute aujourd'hui, dans 10 ans, ne sera plus une faute. Et il ne faut pas qu'on s'accroche en disant parler comme la langue de Molière. Mais Molière lui-même ne parlait pas la langue de Ronsard. Donc il faut laisser évoluer. Deuxièmement, nous avons une orthographe trop compliquée. Et c'est vrai que, je dis toujours, le latin était tellement simple, puisque tous ceux et toutes celles qui étaient exclus de la vie politique, les femmes, les mineurs, les esclaves, les affranchis, les étrangers, parlaient tous, savaient le latin et savaient l'écrire et le lire. Il n'y avait pas d'illettrés à Rome. Comment se fait-il que 2000 ans après, nous ayons des illettrés? Parce que l'orthographe est trop compliquée. D'autres langues sont dans ce même schéma? L'allemand, l'anglais et le français. Ouais. L'allemand est maintenant réduit à l'Allemagne, un petit peu la Suisse, un petit peu le nord de l'Italie, le Haut-Adige, mais l'allemand ne se développe pas dans le monde. L'anglais, lui, veut réformer son orthographe, mais c'est vrai qu'il y a un anglais globish qu'on appelle et qui se répand un peu partout. Le français doit suivre ce mouvement et réfléchir à une réforme de l'orthographe. Ça, c'est le point 2. Ça, c'est le point 2. Le point 3, laissons développer les langues françaises. Nous avons des langues françaises qui sont les langues régionales. Alors, elles sont importantes, il faut les laisser se développer, puisque une langue implique une vision du monde. Donc on a une richesse de vision du monde sur le territoire hexagonal, puis aussi un petit peu plus loin en Corse, et puis bien évidemment les dom-toms. C'est-à-dire toutes les langues, toute la créolité. Sachant que grâce à ces joyaux de la République, grâce aux langues qui sont parlées dans les dom-toms, nous avons une projection de la culture, de la civilisation et des valeurs que porte le français qui est partout, puisque ce sont des langues françaises. Et en même temps, ça nous permet d'avoir la deuxième puissance maritime mondiale. Il faut donc élargir, ouvrir. Et ouvrir comment? Quand on veut s'ouvrir, c'est s'ouvrir aux autres. Quatrième point, s'ouvrir aux autres. La phrase fameuse de Senghor, comment vivre si ce n'est dans l'autre, A majuscule, si ce n'est au fil de l'autre. Si je ne m'intéresse pas à l'autre, pourquoi il s'intéresserait à moi? Il faut aller vers l'autre, c'est ce que Senghor appelle le banquet du donner et du recevoir. Et c'est lui qui a popularisé la phrase du philosophe maritain, le vivre ensemble. Mais si on vit ensemble tous et avec toute la planète, il faut quand je m'intéresse aux autres, que j'apprenne leur langue. Et comme ça, peut-être qu'en échange, ils se diront, mais le français, j'ai envie de l'apprendre. On ne peut pas continuer à avoir nos petits Français qui parlent aussi mal les langues étrangères qu'ils apprennent, avec une prononciation souvent catastrophique, la française, avec une syntaxe qui est plus possible. Donc, c'est de laisser, c'est un point supplémentaire, aller vers l'apprentissage des langues étrangères. Or, à la MOPA, nous avons un vivier de profs de langue, de toutes les langues, qu'elles soient d'ailleurs aussi bien régionales que les langues étrangères. Je crois qu'il faut développer cet aspect des langues étrangères. Et enfin, le français, c'est bien la littérature, mais ça ne peut pas être que ça. Pas que. Bien sûr, la littérature est importante, on ne va pas la négliger, mais il y a le cinéma, l'art en général, tous les arts, et puis aller vers une francophonie économique. Ce n'est plus la France-Afrique de Jacques Foccart ou du fils Mitterrand, c'est l'Afrique-France. Donc c'est de revenir à une
francophonie économique de partage, une francophonie qui soit conquérante de parts de marché. Et enfin, on va plus loin, la francophonie doit s'intéresser aux sciences. Ça va être très difficile pour les maths, la physique, la chimie, très difficile pour tout ce qui est l'aspect nucléaire, etc. Mais il faut y aller pas à pas. Et pourquoi ça sera trop difficile? Ça sera trop difficile parce que pour l'instant, pour être validé, il faut dans une revue écrire en anglais. Ah, tout à fait, oui. Je côtoie souvent des chercheurs, des groupes de recherche, des laboratoires. Quand ils se retrouvent, la langue, c'est la langue anglaise. Et il faut la parler. Et quand on publie, c'est en anglais. C'est en anglais. Oui. Donc ça va être un combat très lent. Mais je crois qu'il y a un moyen, le cheval de Troie. Le cheval de Troie dans la francophonie scientifique, c'est la médecine. Il y a la médecine de type anglais, dans les médecines hippocratiques, et la médecine type français. Or, dans la médecine, il y a une association internationale des médecins, et on est demandé un peu partout. Je suis allé pour défendre justement le point de vue de la médecine française, donc francophone, à Kinshasa, 400 médecins francophones du monde entier. Je suis allé pour un partenariat à Shanghai. Je suis allé en Ouzbékistan, où là on remet, avec l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie française, on remet le prix Avicenne. Le prix Avicenne, c'est fondamental. C'est près de Bukhara, et c'est là où Avicenne est né. Et là, on remet le prix avec discours en français. Et les médecins apprennent le français. La médecine, on passera facilement à la biologie. Facilement, de la biologie, on va passer aux sciences cognitives. La psychologie, ça, c'est pas trop difficile de faire de la psychologie francophone. Ça, c'est tout à fait possible. On a une expertise. Et alors, après, ça va être l'informatique. Hein. N'oublions pas l'Internet, les réseaux sociaux, l'informatique, l'intelligence artificielle, là, il faut se battre. Mais il ne faut plus que les chercheurs français comme Montagnier ou comme Stéphane Bancel, patron de Moderna, l'ARN messager, aillent aux États-Unis. Il faut donc, et avec des chercheurs qui sont comme Cédric Villani pour les maths, je pense à Étienne Klein, il faut pousser tous les étudiants à faire de la science et à rester en France. Et quand je dis les étudiants pour la science, et les étudiantes, parce qu'il faut absolument que la science soit aussi féminisée, elle n'est pas suffisante. Dites-moi, sacré combat, mais ça nécessitera certainement un nouvel entretien. Ça nécessitera surtout que la MOPA s'en empare. Et alors, dernier point, nous avons des élections présidentielles. Il faut que la MOPA s'en empare et pose la question sur la francophonie aux futurs candidats à la présidentielle et puis bien sûr aux législatives. Voilà, donc dans chaque circonscription, puisque nous avons des sections partout, et y compris dans les dom-toms, qu'il y ait cette question. Donc moi je terminerai en disant vive la francophonie, et pour vivre la francophonie, il faut d'abord que vive la MOPA. Je vous remercie infiniment. Bravo et merci. Merci. Le ciel